plonger dans la psychologie des foules, des groupes, c'est assez fascinant, je trouve. On a tous un peu cette sensation, non? Cette énergie particulière quand on est nombreux. Oui, tout à fait. Mais alors, est-ce qu'il y a vraiment un esprit de groupe, une sorte de, je sais pas, de conscience collective qui prend le dessus? Ou est-ce que la clé est ailleurs, plus en nous? C'est la grande question. Aujourd'hui, justement, on va creuser un peu ça en revenant à un texte fondateur. C'est Social Psychology de Floyd Henry Allport, qui date de 1924. Un classique. Exactement. Et on va voir qu'il propose une vision assez radicale pour l'époque, très centrée sur l'individu, bien loin de cette idée d'une âme collective. Alors notre source principale, ce sont des extraits de ce livre, Social Psychology. Très bien. Et notre but, c'est de comprendre comment Alport, il décortique le comportement social. Comment est-ce qu'on apprend à interagir? C'est quoi, au fond, l'influence réelle du groupe sur nous, selon lui? Bon, allons-y pour cette exploration. Oui, allons-y. Et Alport, il est très clair dès le départ. Sa thèse centrale, c'est que la psychologie sociale, si elle veut être une science, elle doit se focaliser sur l'individu. D'accord. Pour lui, il n'existe pas de conscience de groupe ou d'esprit collectif qui serait distinct des individus qui composent ce groupe. Ah oui, Tout ce qu'il faut pour expliquer le comportement social selon Alport, on le trouve déjà dans la psychologie de l'individu. c'est une position forte, hein, quand même. Surtout à une époque où les idées de Lebon sur la psychologie des foules étaient encore très influentes. Absolument. Ça allait un peu à contre-courant de l'intuition générale, de cette impression de force collective. Oui, Et d'ailleurs, il attaque de front ce qu'il appelle la fallace du groupe, la group fallacy. C'est cette erreur de raisonnement qui consiste à donner au groupe des caractéristiques psychologiques propres, comme une volonté, une conscience. comme si le groupe était une personne, en quelque sorte. Exactement. Son exemple typique, c'est la conscience de la foule. Quand on dit qu'une foule est agitée, irrationnelle. Alport dit voyons, attention, ce ne sont pas des qualités mystérieuses de la foule, c'est simplement la somme, ou plutôt l'interaction, des réactions individuelles des personnes présentes. Et ces réactions sont intensifiées parce que les gens se stimulent les uns les autres. Donc, une foule excitée, c'est juste plein de gens excités ensemble. C'est ça, l'illusion d'une entité vient du fait qu'on perçoit la foule comme un tout, comme un bloc. Et il critique aussi les analogies du type « la société est un organisme ». Pour lui, c'est la même erreur. D'accord, d'accord. Donc, il nous oblige vraiment à regarder à la loupe au niveau de l'individu, même pour les phénomènes qui semblent les plus collectifs. C'est intéressant parce que ça fait écho à certaines analyses actuelles, non? Par exemple, sur les réseaux sociaux, cette tension entre l'action de chacun et l'effet de masse. Tout à fait. Cette grille de lecture individualiste, elle se garde une certaine pertinence, oui. Bon, alors, si on met de côté cet esprit de groupe, sur quoi Alport fait-il reposer le comportement social? Qu'est-ce qui nous motive, au fond, si ce ne sont pas des instincts grégaires, des trucs comme ça? Alors, il ne nie pas qu'il y a une base héritée innée, mais il est plus précis que la notion un peu floue d'instinct. Il préfère parler de réflexes prépotents. Prépotent. Oui, prépotents, c'est-à-dire qu'ils ont une sorte de priorité, qu'ils sont fondamentaux. Ce sont des réactions de base comme éviter la douleur, lutter contre une contrainte physique, rejeter ce qui est mauvais, la faim, les réactions au contact sur certaines zones du corps, les réflexes sexuels de base. Voilà, c'est un peu les briques élémentaires. D'accord, des réactions très fondamentales. C'est ça. Mais, et c'est vraiment le point crucial chez Alport, ces réflexes de base sont incroyablement plastiques, malléables. Ils sont constamment façonnés, modifiés par l'apprentissage, par l'habitude, par le conditionnement. C'est là que le social va vraiment jouer son rôle. Ah, donc ce n'est pas figé du tout. Comment ça marche ce remodelage par l'apprentissage? Il explique ça? Oui, il distingue deux grands mécanismes. D'abord, ce qu'il appelle la modification afférente. En gros, on apprend à quoi il faut réagir. C'est le principe du conditionnement classique, type Pavlov. D'accord. Il prend l'exemple d'un enfant qui touche un radiateur brûlant. Hop, réflexe, il retire sa main. Très vite, la simple vue du radiateur, ou même si on lui dit chaud, ça va suffire à déclencher la réaction d'évitement. Le stimulus initial, la chaleur, a été associé puis remplacé par d'autres, la vue, le mot. On apprend donc de nouveaux déclencheurs. D'accord, on apprend à reconnaître les signaux en quelque sorte. Et l'autre modification? C'est la modification efférente. Là, c'est la réponse elle-même qui s'affine. Par essai et erreur, on ajuste nos actions pour qu'elles soient plus efficaces. L'enfant apprend non seulement à éviter le radiateur, mais aussi comment l'éviter au mieux. Peut-être en le contournant, en gardant une certaine distance.
Nos gestes, nos comportements deviennent plus précis, plus adaptés grâce à l'habitude, à la pratique. Et il a des données là-dessus, hein, des expériences. Oui, il mentionne une étude sur le picorage des poussins qui est assez parlante. Elle montre que les poussins qui commencent à essayer de picorer un peu plus tard apprennent plus vite à bien viser que ceux qui s'y mettent très tôt. Ah, donc la maturation aide. Oui, la maturation physique joue un rôle clairement. Mais le point essentiel, c'est que même les poussins plus âgés doivent pratiquer pour devenir bons. Ils ne naissent pas avec un instinct de picorage parfait qui se déroulerait tout seul. C'est vraiment l'apprentissage par essai-erreur qui perfectionne le réflexe de base. La maturation ouvre la possibilité, mais c'est l'apprentissage qui fait le travail. C'est fou de voir comment ils déconstruisent même un truc qui paraît aussi basique que le picorage. Mais alors, où est le social là-dedans? Cet apprentissage a l'air très individuel au final. Eh bien, c'est là que l'environnement social devient absolument central. C'est la société, notamment à travers le langage et l'instruction, qui va massivement orienter et, disons, accélérer cet apprentissage. Comment ça? Bah, le langage, par exemple, ça permet d'apprendre des dangers sans avoir à les expérimenter soi-même. Attention, c'est chaud, ne fais pas ça. L'instruction, l'éducation, ça nous transmet des solutions, des techniques, des normes qui ont été élaborées collectivement au fil du temps. Ça remplace une énorme partie de l'apprentissage individuel par tâtonnement et ça façonne nos réflexes de base pour en faire des comportements acceptables, utiles en société. Pensez à tout ce qu'on apprend sur la politesse, la coopération, sans avoir testé nous-mêmes toutes les autres options possibles. Oui, d'accord. L'apprentissage est individuel dans son mécanisme, mais le contenu et la direction sont largement donnés par le social, par la culture. C'est tout à fait ça. Bon. Alors, mettons maintenant plusieurs de ces individus, qui ont appris plein de choses, ensemble dans une même pièce. Qu'est-ce qui change? La simple présence des autres, ça modifie ce qu'on fait? C'est la fameuse question de la facilitation sociale. Et oui, Allport rapporte des expériences assez simples mais très révélatrices. Ah oui. On demande à des gens de faire des tâches basiques comme des multiplications faciles, ou rayer les voyelles dans un texte, ou même enrouler un moulinet de pêche le plus vite possible. Eh bien, on observe qu'ils ont tendance à aller plus vite, à produire plus, quand ils sont en groupe, chacun sur sa tâche, mais en présence des autres, que quand ils font la même chose tout seuls. Ah oui, le fameux effet d'entraînement, comme dans une course cycliste. On va plus vite dans le peloton. C'est un peu cette idée, oui. La présence des autres semble avoir un effet stimulant sur la quantité, la vitesse de l'action. Mais attention, nuance importante. Oui. Ce n'est pas forcément mieux sur le plan de la qualité. Dans ses propres expériences sur les multiplications, Allport a vu qu'il y avait plus d'erreurs en groupe. Et pour des tâches plus intellectuelles, plus complexes, qui demandent de la concentration, de la réflexion, la présence des autres peut même nuire à la qualité du travail. Ah, d'accord. Donc on va plus vite, mais on risque d'être moins précis, moins bon. Intéressant. Et est-ce que ça marche pour tout le monde, cet effet proximi? Non, et c'est une autre nuance clé. Allport souligne bien que certains individus sont en fait ralentis ou moins performants quand il y a d'autres personnes. L'effet n'est ni automatique, ni universel. Ça dépend de la tâche, et ça dépend aussi beaucoup de la personnalité de chacun. Et qu'est-ce qui explique cet effet de facilitation alors? C'est juste de voir les autres bouger à côté ou est-ce qu'il y a autre chose? Quelque chose de plus compétitif? Allport met le doigt sur la rivalité. Pour lui, c'est un moteur essentiel de la facilitation sociale. Le fait de savoir que d'autres font la même chose que nous, ça active un désir de bien faire, de ne pas être le dernier, voire de dépasser les autres. Une sorte de compétition implicite. Voilà, c'est une forme de lutte pour l'affirmation de soi qui ajoute une dimension émotionnelle et qui pousse à l'effort. Mais là encore, la réaction face à cette rivalité, elle varie énormément d'une personne à l'autre. Certains sont stimulés, galvanisés, ça les booste. D'autres, au contraire, se sentent jugés, stressés et leur performance chute. On voit bien ça dans un examen ou une compétition sportive. Exactement. D'accord. Donc, la présence des autres n'est pas du tout neutre. Elle active des mécanismes de comparaison, de rivalité. Et si on pousse le bouchon plus loin, dans des situations de groupe beaucoup plus intenses, comme les foules, on revient à notre point de départ. Comment Allport explique leur pouvoir parfois dévastateur. Eh bien, il applique exactement la même logique individualiste. Pas de conscience de foule mystique, mais une amplification, disons, extrême de mécanismes psychologiques individuels. Ok. À la base, il y a souvent des réactions prépotentes, ces réflexes fondamentaux qui sont partagés par beaucoup de gens dans la situation. Typiquement, une réaction de lutte contre une frustration, une menace, une injustice perçue. Pensez à une foule en colère après une décision politique, des grévistes face à la police ou, dans les cas extrêmes, une foule de lynchage. Allport en identifie plusieurs.
D'abord, la facilitation sociale dont on vient de parler. Mais là, c'est puissance 10 000. La vue, le bruit des autres qui réagissent fortement, les cris, les gestes, ça crée une stimulation mutuelle hyper intense. Chacun est stimulé par les autres et stimule les autres en retour. Ok, une boucle de stimulation. Ensuite, il y a ce qu'il nomme l'impression d'universalité. Chacun voit que les autres autour de lui semblent penser et ressentir la même chose, ça a un effet énorme. Ça valide sa propre émotion, ça la renforce, et ça donne l'impression que cette réaction est la seule valable, la seule légitime. Tout le monde pense comme moi, donc j'ai raison. Ah oui, le confort du nombre et de l'unanimité apparente. Quoi d'autre? La suggestibilité augmente fortement. Dans la masse, l'individu a tendance à moins exercer son esprit critique, à accepter plus facilement les idées, les slogans, les ordres qui circulent. La pression à se conformer est gigantesque. On suit le mouvement. Exactement. Et puis, un facteur absolument crucial, la dilution de la responsabilité. Dans l'anonymat relatif de la foule, le contrôle social interne, la petite voix de la conscience morale, la peur d'être jugé, s'affaiblit considérablement. Ce qui compte le plus, c'est l'approbation immédiate du groupe présent, ici et maintenant. Ça l'emporte sur les normes sociales habituelles qu'on a intériorisées. Et ça peut conduire à un effondrement des freins moraux, à des actes qu'on ne commettrait jamais seul. Oui, ça fait un peu froid dans le dos, cette idée de responsabilité qui se dissout dans la masse. Le groupe comme excuse ou comme autorisation. C'est tout à fait ça. Et Alport mentionne aussi l'interprétation de Everett Dean Martin, qui était influencé par Freud. Martin suggérait que la foule permettait la libération de désirs inconscients, souvent agressifs ou égoïstes, qui sont normalement refoulés par le surmoi, si on veut. La situation de foule fournirait alors des rationalisations toutes faites. On se bat pour la justice, ils l'ont bien mérité, et elle s'accompagnerait aussi d'une très grande intolérance envers quiconque n'est pas d'accord. C'est une déconstruction assez clinique finalement des phénomènes de foule. Tout est ramené à des mécanismes psychologiques individuels, mais poussés à l'extrême par le contexte collectif. Si on suit cette logique jusqu'au bout, comment Alport voit la personnalité? Si on est surtout le produit de réactions et d'apprentissage, qu'est-ce qui fait qu'on est unique? C'est une bonne question. Pour Alport, la personnalité, ce n'est pas une sorte d'essence intérieure fixe et un peu mystérieuse. C'est beaucoup plus concret. Elle est définie par nos manières caractéristiques de réagir aux autres, aux situations sociales. C'est notre façon habituelle de nous adapter à notre environnement social. En gros, c'est un ensemble d'habitudes comportementales et de traits qui se manifestent dans nos interactions. Et quels sont les traits importants pour lui? Ceux qui sont particulièrement façonnés par le social. Il en analyse plusieurs. Il parle par exemple du drive, qu'on pourrait traduire par pulsion, motivation, énergie. Ce sont des systèmes d'habitude, souvent bâtis sur des réflexes prépotents initiaux, mais qui finissent par acquérir leur propre force et diriger nos actions. Pensez à l'ambition, au besoin de réussite, au désir de posséder. Il y a aussi la compensation. C'est cette tendance qu'on a à essayer de surmonter un défaut, qu'il soit réel ou juste perçu, un défaut physique, social, intellectuel, parfois en développant à l'excès une autre qualité pour compenser. D'accord. Et il analyse aussi le trait ascendant-soumission. Ça décrit notre tendance, dans une interaction sociale, une conversation par exemple, soit à prendre les devants, à diriger, à dominer un peu l'échange, soit au contraire à suivre, à se laisser guider, à céder. Ce sont des aspects assez concrets de notre façon d'être avec les autres, oui. Et il y a un autre concept qui revient souvent chez lui, il me semble, le soi social. Ah oui, le social self. C'est une idée vraiment centrale et très forte chez Alport. Le soi social, ce n'est pas tant qui nous sommes vraiment, au fond de nous, c'est plutôt l'image que nous nous faisons de nous-mêmes, à partir de ce que nous imaginons que les autres pensent de nous. Attendez, c'est l'image qu'on croit que les autres ont de nous, pas forcément ce qu'ils pensent réellement. Exactement. C'est notre perception de notre réputation, de notre valeur, de notre statut aux yeux des autres. Et même si cette perception est erronée, elle a un pouvoir immense sur notre comportement. Ah oui, je vois. On agit pour coller à cette image qu'on pense projeter. En grande partie, oui. On cherche constamment à maintenir cette image, à être cohérent avec la réputation qu'on pense avoir. Même si cette réputation est un peu idéalisée ou même carrément fausse. Défendre son honneur, tenir son rang, vouloir ne pas perdre la face, tout ça, pour Alport, c'est la manifestation de la puissance de ce soi social, de cette construction mentale qui guide nos actions de façon très concrète. Ça doit créer pas mal de tensions intérieures, ça, non? Entre ce qu'on est censé être pour les autres et puis nos désirs plus bruts, moins socialisés. Tout à fait.
Et Allport consacre une bonne partie de son livre à analyser ces conflits internes. Le conflit entre nos pulsions de base, issues des réflexes prépotents, qu'il voit comme fondamentalement égoïstes, parfois agressives, ou liées à la sexualité, et puis les normes, les attentes, les interdits de la vie en société. Et comment on gère ça alors, selon lui? Comment ces conflits se manifestent concrètement? Il donne plusieurs exemples de mécanismes d'ajustement, qui peuvent être plus ou moins adaptés, plus ou moins sains. Prenons la colère par exemple, qui vient du réflexe de lutte quand on est frustré. Si on ne peut pas l'exprimer directement parce que socialement ce n'est pas acceptable ou c'est trop risqué, elle peut s'introvertir. On rumine, on garde sa rancœur, ça peut même rendre malade. D'accord. Elle peut aussi mener à la projection, on attribue aux autres nos propres sentiments hostiles, tout le monde m'en veut, il me cherche. Ou alors, elle peut se rationaliser, c'est très courant. On transforme notre colère personnelle, notre ressentiment, en une noble indignation vertueuse. On se fâche au nom de la morale, de la justice, des grands principes. Mais à la base, il y a peut-être une frustration très personnelle. Pour la sexualité, il analyse aussi ce conflit entre le désir brut et les contraintes sociales. Il note d'ailleurs souvent des différences d'expérience et d'expression de ce conflit entre les hommes et les femmes de son époque, liées à l'éducation reçue. Il revisite aussi les liens affectifs parents-enfants, y compris le fameux complexe d'Oedipe de Freud. Mais pour Allport, ce n'est pas tellement un drame instinctif, universel et programmé. C'est plutôt le résultat d'attachements affectifs très forts qui sont appris très tôt. Appris. Comment ça? Par le conditionnement. Le bébé associe le plaisir, lié à la satisfaction de ses besoins, nourriture, chaleur, contact sur les zones sensibles, avec la personne qui s'occupe de lui, souvent la mère. Cet attachement très précoce, très puissant, s'il n'est pas dépassé correctement plus tard, peut créer des fixations et générer des conflits dans les relations amoureuses adultes. C'est une relecture très behavioriste, très axée sur l'apprentissage des idées freudiennes. Intéressant. Et pour le sentiment d'infériorité dont on parlait avec la compensation Oui, face à un sentiment d'infériorité, la compensation peut prendre des formes très sociales. Allport suggère par exemple qu'un engagement très fort dans le militantisme politique radical ou dans le réformisme social acharné peut parfois être une manière détournée de gérer ce sentiment d'infériorité personnelle. Ah bon? En luttant avec véhémence contre les maux de la société, l'individu projette en quelque sorte ses propres faiblesses, ses propres frustrations sur le monde extérieur. Et il trouve une forme de valorisation, de puissance, de sens dans ce combat collectif. C'est une forme de rationalisation de son conflit personnel. On retrouve peut-être là un écho de cette recherche de validation dans un groupe, cette impression d'universalité qu'on évoquait pour les foules. C'est une lecture assez, oui, désenchantée peut-être de certains engagements, mais c'est cohérent avec sa vision centrée sur l'individu et ses mécanismes psychologiques. Si on essaye de résumer l'idée forte d'Allport, telle qu'on l'a vue, pour comprendre le social, même ce qui nous paraît le plus grand, le plus collectif, comme une foule ou un mouvement social, il faut inlassablement revenir à l'individu. Oui. Revenir à ses réactions de base, à son incroyable capacité d'apprentissage et de conditionnement, et puis aux mécanismes précis par lesquels la présence et l'interaction avec d'autres modifient son comportement. Le social, au fond, ce n'est pas une chose en soi qui nous dépasse, c'est le résultat, le produit émergent d'interactions entre des individus équipés de leur psychologie propre. C'est exactement ça. Allport nous donne une sorte de boîte à outils pour démonter la mécanique sociale en partant de l'individu. C'est une approche très bottom-up, comme on dirait aujourd'hui. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière question, une pensée pour conclure, qui est directement inspirée par ce texte de 1924, mais qui résonne de façon assez troublante aujourd'hui, à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux. Ah oui, oui, oui. Laquelle? Si nos comportements sociaux complexes, même ceux qui nous semblent les plus réfléchis, nos opinions politiques, nos choix culturels, nos réactions collectives en ligne, si tout ça plonge ses racines aussi profondément dans ces mécanismes psychologiques individuels assez basiques dont parlait Allport, les réflexes prépotents modifiés par l'apprentissage, la facilitation sociale, la rivalité, le besoin d'approbation via ce fameux « soi social », alors quelle est la part réelle de la délibération rationnelle, de la pensée critique consciente dans les dynamiques sociales actuelles ? Est-ce qu'on n'est pas, bien plus souvent qu'on ne le croit, gouverné par ces forces psychologiques fondamentales plutôt que par un échange logique d'arguments ? Dans quelle mesure nos foules virtuelles, nos bulles de filtre, nos débats parfois hystériques sur les réseaux sociaux ne sont-ils pas l'expression moderne de ces mêmes mécanismes qu'Allport décrivait il y a presque 100 ans ? Est-ce que sa perspective a encore des clés à nous offrir pour décrypter la complexité et parfois, oui, l'irrationalité de notre monde hyper connecté ?
C'est une question assez vertigineuse, en effet. De quoi réfléchir bien après la fin de notre discussion.